Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ténacité, c'est sans doute le maître mot quand on fait un régime, surtout quand il est draconien. Damien Lostetter, bonjour. Bonjour. Vous nous raconterez votre parcours. Tout à l'heure, vous avez réussi à perdre 65 kilos. Bravo. Splendor, ce n'est pas un régime magique, mais le nom du jeu que Sébastien Young va vous faire découvrir à tous dans quelques minutes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et merci d'être là avec ce nouveau jeu. Tout est prêt, donc on va pouvoir faire une partie. Marie-Laurence aussi est joueuse. Bonjour. Bonjour. Et puis chaque jour, elle vous lance un nouveau thème. Aujourd'hui, ça sera évidemment par rapport à Halloween. Et oui, puisque c'est bien ce soir, Halloween, des animations vous sont d'ailleurs proposées à la Citadelle de Beach par exemple, mais aussi à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, et c'est à partir de 20h et c'est gratuit. Et puis demain, c'est la Toussaint, un jour férié, mais surtout un hommage rendu aux défunts. Thomas Drouin est justement au cimetière de Houndelin. Bonjour Thomas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les traditions de la Toussaint ? Oui, salut Julia. Alors effectivement, là, on est en plein milieu du cimetière de Houndelin pour parler de la Toussaint, qui est considérée comme une journée où on va finalement sur les tombes des défunts. Pourtant, c'est pas la fête des morts. Et donc justement, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est la Toussaint, qu'est-ce que c'est la fête des morts, avec le curé de la paroisse qui sera à mes côtés. À tout à l'heure. Ok Thomas, à tout à l'heure donc. Et puis en attendant, on commence par un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Spécialité végane à Sarralbe, innovant, unique et prometteur, un couple de Sarralbigeois, Yannick Foss et Anne Gutt, vient de créer Les Petits Véganes, la toute première entreprise française productrice de spécialités végétales à pâte persillée et à croûte fleurie. Le camembert, le bleu et les petits frais ressemblent à s'y méprendre au fromage traditionnel. La Toussaint nous rapproche de nos chers disparus. Chaque année, le rituel se répète. Les cimetières font l'objet de toutes nos attentions. Les tombes sont nettoyées, fleuries, une bougie est allumée et nos pensées émues nous rappellent la place qu'occupait le proche disparu. Brouillards matinaux et gelées nocturnes, deux pièges de la route à maîtriser. La saison hivernale approche, plusieurs précautions s'imposent. Bien dégeler les vitres de sa voiture avant de partir, réduire sa vitesse et rester vigilant car les nappes de brouillard, souvent cantonnées dans de petites zones, peuvent surprendre. Modélisation en 3 dimensions du jardin d'hiver. L'usage de cette nouvelle technologie ouvrira à terme la possibilité d'une visite virtuelle par le biais de lunettes. C'est un nouvel atout touristique qui ne se substituera pas à une visite réelle, mais qui permettra à la ville d'être à la pointe dans le domaine. L'Allemagne célèbre les 500 ans de la réforme protestante. Aujourd'hui, 31 octobre 2017, sera pour la première fois un jour chômé en Allemagne. Dans un pays où la pratique religieuse est en berne, les responsables de l'église protestante EKD souhaitent toucher un large public. Des personnalités témoignent de leur foi et leur attachement à Luther, initiateur du protestantisme et réformateur de l'église. Et les infos côté météo pour demain, il fait beau à faire peur. Regardez, vous allez comprendre. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors du coup, tu vas faire la météo? Ouais. Et en plus, il fait beau demain de nouveau, du coup. Ah oui, super. Ouais. On a de la chance. T'as vu ça? Ah non, quoi? Pour demain, la fraîcheur de la matinée va encore vous glacer le sang. Le ciel sera lumineux, mais ne vous y fiez pas trop. Vous sentirez sûrement du vent dans vos cheveux, mais ce ne sera pas du vent. Ce sont les esprits qui rôdent. À demain, si vous survivez jusque-là. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade.
C'est une tradition qui perdure. Chaque année, au moment de la Toussaint, l'affluence est grande dans les cimetières. Les visiteurs viennent rendre hommage à leurs défunts et entretenir les caveaux. Les motivations sont diverses, comme l'ont constaté Adrien Pink et Guillaume Dumonteil. Pourquoi jugez-vous ça important de venir entretenir les tombes au moment de la Toussaint? C'est un besoin, c'est parce que c'est comme ça, on a la famille là, on a besoin d'y aller. Ça se perd pas. Pour nos parents déjà. C'est eux, on leur doit tout. C'est une occasion de se souvenir des membres de la famille qui sont décédés, donc voilà, de penser à eux. Ils sont toujours avec nous et on a toujours une pensée pour eux. Hors période de la Toussaint, vous venez aussi entretenir les tombes? Oui. À quelle fréquence? On peut dire 3-4 fois par an. 2 fois par semaine. 5 fois par année? Ouais, 5-6 fois là, ouais, quand même. Je vais à peu près 1 fois par mois. 2 ou 3 fois dans l'année. 1 fois par mois quand même. Et puis après il y a mon frère qui vient toujours nettoyer la tombe et tout ça, lui qui s'occupe souvent de ça. Et la Toussaint c'est un peu particulier quand même, puisque c'est leur fête. C'est un moment plus officiel, disons voir. On met toujours une fleur de Toussaint, oui bien sûr, pour rappeler que c'est la Toussaint. Pour que la tombe soit belle. Il y a mes sœurs et tout ça, ils viennent aussi, il y a beaucoup qui vont mettre des fleurs. Et est-ce qu'il y a une motivation religieuse à votre venue? Religieuse, peut-être pas, mais c'est surtout le fait d'entretenir un contact avec nos parents. Non, je suis catholique, mais pas croyant. Non, c'est comme ça, c'est une habitude parce que c'est comme ça. Pour rendre visite à mes parents, par exemple. Leur dire bonjour. Et on retourne au cimetière de Hundlin. Thomas est aux côtés de l'abbé Christophe Weinacker. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer la Toussaint, la fête des morts, quelle est vraiment la différence entre les deux et pourquoi on vient sur les tombes un jour qui n'est pas la fête des morts? Alors c'est une tradition très ancienne. Il faut d'abord dire que le 1er novembre a toujours été la fête de la Toussaint, en fait en 3 mots, la fête de tous les saints. Et donc pour cela il faut définir le terme de saint, qui n'est pas du tout la perfection, comme on dirait, oh, celui-là c'est pas un saint, mais ce sont les premiers chrétiens dans les années 60, 80, qui se faisaient appeler les saints par les autres communautés, les païens, les israélites, les romains, qui disaient ah ceux-là ce sont les saints, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Et donc les saints aujourd'hui dans l'Église catholique, ce sont tous ceux qui sont baptisés. Et donc nous fêtons les saints, chacun d'entre nous, le 1er novembre. Et c'est en 889 que les moines de Cluny ont instauré la prière pour les défunts le lendemain, puisque l'église de la terre et l'église du ciel sont reliées. Et donc les saints de la terre deviennent les saints du ciel et nous sommes toujours en communion les uns avec les autres. Et donc il était naturel que le lendemain, on prie pour les défunts qui sont au ciel. Alors on a pu l'entendre dans le reportage juste avant, venir au cimetière à la Toussaint, ça n'a plus forcément une connotation religieuse. Est-ce que vous personnellement ça vous inquiète ou vous trouvez ça normal? Ça ne m'inquiète pas, je pense que c'est normal. Le fait religieux lié au cimetière évolue en fonction de la société. Et dans notre société, chacun aujourd'hui a une manière de vivre sa foi ou sa non-foi d'ailleurs. Et donc chacun vient au cimetière, je pense, en fonction de ce qui fait sa vie. Donc un athée, par exemple, ne viendra pas au cimetière de la même manière qu'un catholique ou qu'un musulman. Alors, la célébration de la Toussaint, de la fête des morts, ça prouve bien que le mort a une place particulière dans la religion catholique. Pourquoi c'est une fête importante et quelle est la place justement de se souvenir des morts, de se souvenir des défunts? Je dirais que le commandement de Jésus le plus important, c'est de s'aimer les uns les autres. Et en fait, cet amour que nous essayons de vivre simplement ne s'arrête pas à la mort. Je n'ai jamais entendu des gens me dire au moment de la mort de maman, j'arrête d'aimer maman. Et cet amour, en fait, demeure. Et je trouve que c'est un signe de l'éternité. Alors on peut ne pas croire à l'après-mort ou à l'au-delà, mais l'amour est éternel. Et donc c'est pour cela que les liens que nous avons ne s'éteignent jamais. Et nous aimons prier pour les morts parce que nous aimons nous souvenir qu'ils sont toujours là, reconnaître tout ce qu'ils nous ont transmis et que nous voulons nous-mêmes transmettre aux générations futures. Et donc finalement, venir se recueillir sur les tombes, pour un catholique pratiquant, ça peut se faire tous les jours.
Ah oui, je pense que ça peut se faire tous les jours. Je pense aussi que l'on peut se recueillir pour les défunts depuis la maison aussi, ou d'autres lieux, bien sûr. L'essentiel est toujours de garder le lien. Et puis aussi, certains pères de l'Église disent que c'est toujours bien de prier pour les défunts pour qu'ils puissent nous accueillir quand à notre tour nous traversons les portes de la mort. Voilà, donc on en sait déjà un peu plus sur cette différence entre Toussaint et Fête des Morts. On ne sait pas tout naturellement. Ça sera sans doute l'objet de futurs reportages dans les années à venir. Absolument, merci Thomas. Tout autre sujet à présent, un musée à la pointe de la technologie. Comme de nombreux Sarregueminois, vous avez sans doute déjà visité le jardin d'hiver au musée de la Faïence. Eh bien, vous pourrez bientôt le voir avec un regard neuf en 3D. Une modélisation en 3 dimensions est en cours de réalisation, un projet dans l'air du temps dont se félicite évidemment le musée. Reportage de Thomas Drouin. Des bips retentissent dans le jardin d'hiver à intervalles réguliers. C'est cet outil qui en est la cause, un capteur permettant d'effectuer des mesures laser grammétriques. S'il est en marche, c'est qu'une modélisation 3D du jardin d'hiver est en cours. Aujourd'hui, c'est la fontaine qui est au centre de toutes les attentions. Cette modélisation est un projet mené par la mairie de Sarreguemines et par l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Elle est née de la proposition d'Olivier Reiss, un Sarregueminois ancien élève de l'INSA qui a mis l'Institut et la mairie en contact. Sur place, l'étudiant chargé des mesures est attentif à la position du scanner laser. De son travail in situ ressortira un nuage de points, plus d'un tous les 3 mm, qu'il lui faudra ensuite transformer en images en 3 dimensions. Un jour d'acquisition est égal à 10 jours de traitement sur ordinateur. Donc nous, on a juste le nuage de points et on doit travailler à partir de ce nuage de points pour ôter toutes les aberrations, du bruit qui peut apparaître dans le nuage et ensuite solidifier, mailler correctement le modèle. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage. Si ce travail lui permet de perfectionner ses connaissances des techniques de mesure et des logiciels, il n'est pas le seul à profiter de ce projet. Le musée se félicite aussi de pouvoir obtenir cette modélisation 3D. Du côté de la conservation, cela pourrait être utile en cas de pièces abîmées à restaurer. Mais c'est du côté de la promotion du patrimoine que l'usage de cette nouvelle technologie semble le plus prometteur, avec la possibilité d'une visite virtuelle par le biais de lunettes. Une visite virtuelle qui ne doit pas remplacer la visite réelle, en tout cas à court terme, car cette modélisation pourrait être un plus en cas d'un éventuel déménagement du musée. Effectivement, pourquoi pas se dire demain, ce magnifique joyau que nous avons, il sera difficile évidemment de le démonter, de le transporter sur un futur musée pour des raisons pratiques et de coût, mais par contre l'intérêt effectivement demain de cette numérisation pourrait permettre que les visiteurs du musée qui se situerait donc sur le site des anciennes faïenceries, puissent redécouvrir par le biais justement des lunettes 3D ce magnifique jardin d'hiver. Cette modélisation 3D aura alors toute sa place dans la visite du patrimoine sarregueminois, un atout touristique qui permettra à la ville d'être à la pointe de la technologie. Des poissons de l'océan Indien dans un aquarium fait maison. À Diffenbarlé-les-Mers, Jérémy Henrion a recréé un environnement marin à plus petite échelle dans son salon. Uranie Tozic a rencontré ce passionné d'aquariophilie. La ressemblance est frappante. À peu de choses près, on se croirait dans les profondeurs marines. Pourtant, nous sommes dans le salon de Jérémy, un passionné d'aquariophilie depuis ses 12 ans. Déjà initié à la pêche, il se lance dans la confection d'un aquarium d'eau douce et se laisse tenter petit à petit par la découverte du milieu marin. J'ai commencé avec un aquarium de 100 litres en eau douce, où j'ai élevé des poissons du coin, des petites perches, voilà, pas grand chose, juste pour commencer la passion. Après j'ai commencé l'eau douce, mais l'eau douce chaude, c'est-à-dire déjà les espèces tropicales, et après je suis tombé sur l'aquariophilie marine, c'est-à-dire l'aquariophilie d'eau de mer. Du coup, j'ai trouvé les couleurs, c'était beaucoup plus éclatant que l'eau douce, parce que l'eau douce, c'est que du vert. Tandis que l'aquariophilie marine, il y a beaucoup de couleurs, il y a du bleu, du rouge. Dans cet aquarium, des poissons de l'océan Indien et une végétation abondante cohabitent, rendant le tout très esthétique. Mais l'objectif principal de l'aquariophilie est la création d'un environnement vivant, le plus naturel possible. Et cela passe d'abord par l'incorporation de coraux, issus le plus souvent d'Indonésie et d'Australie. C'est des pierres vivantes où il y a la microfaune dedans, les bactéries, tout ça se forme un écosystème qu'on appelle ça une pierre vivante. En fait, la pierre vivante sert à épurer l'eau.
Ça sert à purifier l'eau, ça enlève les phosphates, nitrates, tout ça dans l'eau qui peut être toxique pour les poissons et les coraux. Il s'agit là d'un travail de précision et technique pour que ces poissons s'adaptent en douceur à leur nouveau milieu. Jérémy consacre plus de 4 heures par semaine au nourrissage, nettoyage et pour tester les paramètres de l'eau. Et sa passion ne s'arrête pas là puisqu'il est membre de l'Aquarium Club du Pays des Lacs. 2 fois par semaine on se réunit. Du coup tous les membres du club, même les non-membres du club, ils peuvent venir participer à notre échange. Et du coup ça pousse à la discussion avec d'autres personnes, qui est sympathique, j'aime bien. Après, donner mon savoir, ma connaissance au plus possible, apprendre aussi des autres encore, et partager la passion ensemble, c'est le plus important. Jérémy conseille de bien se renseigner pour démarrer ce genre de projet ambitieux et de procéder par étapes, car l'eau de mer est un brin plus compliqué à entretenir. Le coût également est assez conséquent, il lui aura fallu près de 8 000 € pour arriver à ce joli résultat. Et notez que l'Aquarium Club du Pays des Lacs organise sa bourse aquariophile annuelle à Louperchouse. Rendez-vous ce dimanche de 10h à midi et de 14h à 17h à la salle des fêtes de Louperchouse. Professionnels et amateurs pourront vendre corail et reproduction de poissons. De nombreuses variétés seront disponibles. Cette saison, il y avait aussi de nombreuses variétés de plantes de toutes les couleurs. Certains habitants de Sarreguemines se font un honneur de décorer leurs façades et leurs jardins. Pour les remercier et les féliciter, il existe un concours, celui des maisons fleuries. Et justement, le classement de l'édition 2017 vient d'être dévoilé. La remise des prix s'est déroulée hier soir au Casino des Faïenceries. Reportage de Thomas Drouin. Ils ont fait l'effort de fleurir leur maison et dans une ville comme Sarreguemines, elle-même reconnue pour son fleurissement, ça compte. Ici, il n'y a pas de perdant. Une trentaine d'habitants de la cité faïencière a été mise à l'honneur par la commune au Casino des Faïenceries. Photo à l'appui, les prix du concours des Maisons Fleuries 2017 ont été remis en présence du sous-préfet de l'arrondissement, du président de la Casque et du maire de Sarreguemines. Du beau monde pour de belles plantes. Et si vous êtes plutôt bricoleur que jardinier, cet atelier est fait pour vous. La Casque propose ce samedi de 9h à 17h30 de vous initier à la ventilation performante. Cela s'adresse tout particulièrement à ceux qui veulent rénover leur logement en installant eux-mêmes un système de ventilation. Théorie et aspects pratiques seront abordés avec des études de cas, des analyses de photos, des manipulations et des exemples de tests. C'est un atelier qui vous est proposé en partenariat par l'espace Info Énergie Moselle-Est et le service Confort Logement Économie de l'Agglo. Et c'est gratuit. Inscription par téléphone au 03 87 13 13 71. On vous l'a promis, on va aussi parler d'Halloween, de jeux et de régime. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Samedi, le SFC affrontera Biesheim en championnat après son élimination de la Coupe de France. Le match de la revanche est à suivre dès 18h en direct sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
Le 31 octobre, le thème de la question du jour était tout trouvé, c'est bien sûr Halloween. Voici la question qui vous a été posée sur la page Facebook de Mosaïque. Halloween est une fête très attendue des amoureux des déguisements et des maquillages. Alors aujourd'hui, faites-vous plaisir et envoyez-nous vos plus belles créations en photo. N'oubliez surtout pas aussi de faire le plein de bonbons pour les enfants qui vont venir frapper à votre porte. Alors Marie, en quoi sont déguisés nos internautes pour Halloween ? Alors on peut déjà dire qu'il y en a qui ont beaucoup d'imagination et qui sont effrayants. Il y en a certains que je n'aimerais pas croiser dans la rue en pleine nuit. Je te propose de regarder les photos que nos internautes nous ont envoyées. Certains n'ont pas attendu le 31 octobre pour se déguiser. On commence par Elodie qui a participé à une soirée à Wieswiller avec ses amis. Muriel, elle aussi, a déjà fait la fête samedi soir avec sa famille et ses amis. Ça avait l'air d'être une bonne soirée avec un pirate, un vampire et une sorcière. Kinette était, elle, avec sa fille à la citadelle de Beach pour visiter les couloirs de l'effroi. Les plus courageux pourront d'ailleurs s'y rendre encore ce soir. On a une autre photo de Glad, déguisée avec son ami en Monsieur et Madame Jigsaw. C'était à l'occasion de ses 25 ans. Elle a organisé une fête d'anniversaire sur le thème d'Halloween. Et on termine avec Célia et son maquillage très réussi. C'était son déguisement de l'année dernière, alors j'imagine que ce soir elle sera tout aussi terrifiante. Elle fait vraiment peur. Alors Sébastien, est-ce que vous allez fêter Halloween ce soir ? Probablement avec mon fils de 3 ans, mais c'est pas trop de ma génération, on était plutôt sur Carnaval à notre époque. Ok, et Damien, vous, est-ce que vous allez fêter Halloween ce soir ? Non, je vais pas fêter ce soir, j'ai fêté l'année dernière à Beach d'ailleurs, à la Citadelle, c'était très bien, mais pas ce soir non. Ok, merci beaucoup. J'ai envie de vous demander, Damien, parce que vous faisiez, il y a pas si longtemps que ça encore, vous pesiez 145 kilos. C'était difficile de trouver un déguisement ? C'était compliqué, oui, parce que je m'habille en 4XL, donc forcément, trouver un déguisement, c'était compliqué. Donc on évitait. Et puis alors racontez-nous, un jour il y a eu une révolution, ça s'est passé comment ? C'est du jour au lendemain on décide de maigrir ? Oui, du jour au lendemain, je me suis réveillé un matin, je me suis dit non mais c'est pas ça dont je veux pour ma vie, je n'ai pas envie de mourir dans 10 ans à cause de cette maladie, de l'obésité. Et donc j'ai commencé à m'y mettre. Mais avant ça, vous aviez toujours été en surpoids ? Oui, depuis toujours. J'ai toujours été en surpoids. On va dire que ça a évolué constamment et régulièrement au fil des années, mais ça a toujours été comme ça. Et puis à un moment, j'ai fait du sport pendant quelques années. J'ai arrêté le tennis à 18 ans et ça a explosé, quoi. D'accord. Et alors du coup, un jour, clac, comme ça, on décide de maigrir. De 145 kilos, vous êtes passé à 80. Et ça a mis combien de temps pour perdre autant de poids ? Alors, ça s'est fait en plusieurs phases. Ça a mis 3 ans. Aujourd'hui, je suis à 80 kg. Il y a 3 ans, je faisais 145. La première année, j'ai perdu le gros du poids. J'étais à 90 kg. Il y a une phase ensuite où j'ai pas pu faire de sport à cause d'un problème de santé, un problème musculaire. Et j'ai repris un tout petit peu parce que forcément, le sport devient ce qui nous permet de compenser un peu et de perdre. Et quand on l'enlève, on reprend un tout petit peu. Sauf si on arrive à adapter l'alimentation, ce que j'ai pas réussi à faire. Et puis depuis que j'ai repris, j'ai reperdu et je suis à 80 kg en stabilisation. Voilà. Bravo. Mais vous avez fait comment ? Alors déjà, est-ce que vous avez été suivi par des professionnels ? Et est-ce que c'est énormément de sport et un régime draconien ? Ou vous avez fait comment ? Alors, je n'ai pas été un exemple. Je n'ai pas été du tout suivi par des professionnels, ni même mon médecin. Ma première prise de sang a été il y a 1 semaine. Donc, j'ai pas été un exemple. Donc, ce que j'ai changé, j'ai bu et mangé autrement, tout simplement. Et j'ai fait du sport. J'ai enfilé un short, une paire de baskets, j'ai couru, j'ai fait du vélo. Et voilà, petit à petit, j'ai eu la chance de perdre. Et puis c'est un engrenage, quoi. Quand on commence à perdre, forcément, ça devient un peu enivrant et on continue. Et puis voilà. Donc, au début, c'était dur, forcément, quand on n'est pas suivi. J'ai pas mangé comme il fallait, je me privais de trop. Et après, on trouve un équilibre. Alors tout ça, ça a pris 3 ans. Avec, vous l'avez un peu abordé, des phases différentes. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus dur ? Est-ce que c'est de perdre autant de kilos ou est-ce que c'est après de maintenir et de rester à 80 ? Je pense que c'est de maintenir, parce que perdre, comme je viens de le dire, une fois qu'on perd, c'est plus ou moins enivrant, donc on continue. Mais une fois qu'on arrive à un poids où on perd beaucoup moins, où c'est plus dur, maintenir devient dur, parce qu'à partir du moment où il y a énormément de tentations dans la vie de tous les jours, il y a des snacks de partout, enfin, c'est compliqué. Et donc maintenir devient plus
plus dur et il faut réussir à compenser par le sport. Et c'est là que le sport devient important parce que si on va se lâcher une soirée, le lendemain, on sait qu'il y a le sport, donc c'est un peu plus facile. Mais c'est difficile quand même de maintenir le poids. Ouais. Donc il faut le temps, l'énergie, la motivation pour compenser et faire du sport tout le temps. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça a tout changé forcément dans la vie parce qu'avant, lorsqu'on est obèse, c'est aussi une maladie psychologique, forcément. On se met des tas de barrières, on se limite à tout, on n'ose plus s'asseoir au cinéma parce que c'est trop petit. Enfin, il y a tellement de barrières et maintenant tout a changé. Donc je me sens beaucoup mieux dans ma peau, forcément. Et le regard des autres, il a changé? Le regard des autres a changé. On passe d'un regard qui était pas malveillant, mais bon, on était un peu le petit gros, à celui qui est un peu plus beau qu'avant. Donc ça a changé, mais c'est pas forcément facile à encaisser parce qu'il y a on va dire une acquisition du nouveau soi qui est pas facile. On est habitué à être gros et on passe à quelqu'un de mieux, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Et c'est pas facile à assimiler, ça met du temps. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur les personnes qui sont en surpoids? J'ai su ce que c'était. Donc je comprends le mal dans lequel ils sont parce que, comme je l'ai dit, pour moi ce qui était le plus dur, c'est pas l'aspect médical, mais c'était l'aspect psychologique. On est au fond du trou quand on est obèse, on n'est pas bien, on se prive de tout et je comprends ce que ressentent ces personnes-là, donc ça me fait un peu de mal pour eux. J'aimerais beaucoup les aider et en tout cas si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, pour leur montrer que on peut, quoi. Il faut, si on veut, on peut, et que je suis la preuve vivante, quoi, tout simplement. Mais c'est super bien d'être venu témoigner. Question qui n'a rien à voir, mais comme le jeu est installé devant nous, est-ce que vous êtes joueur? J'adore jouer aux jeux de société, mais celui-là, je le connais pas, donc on va voir. Alors celui-là, c'est écrit dessus, s'appelle Splendor. Sébastien, c'est quoi ce jeu? Ça fonctionne comment? Écoutez, c'est un jeu très simple. Donc on incarne tous de riches marchands de la Renaissance. Et en fait, on va devoir, avec les pierres précieuses qui sont représentées par les jetons à côté du plateau de cartes, acheter d'autres cartes, ces mêmes cartes développement au milieu, pour ensuite avoir des points de prestige. Le joueur qui a le plus de points de prestige gagne la partie et est déclaré meilleur marchand. Voilà. Donc je vais vous le présenter. Le résumé du jeu, il est très simple, il s'effectue en plusieurs phases. Donc on a une phase où on va prendre des jetons parmi les 5 ressources présentes à côté. Donc vous avez des pierres précieuses qui sont du diamant, du saphir, de l'émeraude et de l'onyx. Et à chaque tour, on peut prendre 3 jetons différents, de couleurs différentes, ou 2 jetons identiques. On va cumuler ces jetons devant soi. On est limité à 10 jetons. Et avec ces mêmes jetons, les tours suivants, on peut acheter des cartes développement. Donc sur ces cartes développement, je vais vous en montrer. Voilà, le coût de la carte est indiqué en bas à gauche. Et une fois l'achat, on la pose devant soi. On la remplace. Et ensuite, cette carte nous ramènera en permanence d'autres ressources que l'on va utiliser pour les tours suivants. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va faire une simulation de tours. Voilà, je vais vous montrer comment que ça se déroule. Alors, je vais commencer la partie. Je vais choisir 3 jetons. Donc, par exemple, le blanc, le bleu et le noir. Voilà. Voilà, ensuite, Marie peut jouer. Voilà. Voilà. Chacun son tour prend des jetons. On va donc cumuler ces jetons. Oups. Voilà, donc moi je vous montre, je prends 2 jetons blancs, voilà, non pas 3, 2 de la même couleur. Voilà, ensuite Marie. Donc là je peux en prendre que 2, c'est ça? Voilà, 2 de la même couleur, c'est ça. Moi je prends 2 rouges. Voilà. Donc maintenant j'ai la possibilité d'acheter une carte. J'ai 3 jetons blancs, un bleu et un noir que je rends à la banque pour acheter cette carte. Voilà. Voilà cette carte qui me ramènera donc en permanence un diamant.
pour les tours suivants. Voilà, puis Marie peut continuer. Alors moi je vais prendre celle-ci, donc un bleu, deux verts, un rouge, un noir. C'est ça. Donc plus le jeu va avancer, plus on va avoir de cartes devant soi. Des cartes qui valent plus ou moins de points de victoire, entre 0 et 5 points. Le premier qui atteint 15 points remporte la partie, donc on peut continuer. Je me suis fait avoir, pour l'instant je peux rien acheter. Voilà, donc vous pouvez reprendre... Est-ce qu'on peut avoir jusqu'à 10 pièces devant soi? Jusqu'à 10 jetons, c'est ça. Donc du coup, stratégiquement, on peut choisir, au lieu d'acheter des cartes tout de suite, d'attendre un peu pour acheter des cartes qui ont plus de valeur. C'est ça. Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Alors, il y a des petits pièges. Il y a, comme dans tous les jeux, il y a de petites stratégies. À mon tour, je peux aussi réserver une carte qu'un adversaire pourrait acheter. C'est-à-dire que si je pense que Marie va bientôt gagner la partie, je peux réserver cette carte en prenant un jeton de joker avec. Donc je réserve cette carte, je ne l'achète pas encore, mais Marie ne pourra pas l'acheter. Et du coup, si ça lui permet de gagner la partie, si ces 5 points auraient pu lui permettre de gagner la partie, ben, du coup la partie continue. Voilà, il y a des petites stratégies où il faut quand même regarder le jeu de nos adversaires. Bien sûr, voilà. Surveiller ce que fait l'autre. Exactement. En gros, ça dure combien de temps à peu près une partie? Alors, cette partie dure une demi-heure. Voilà, quand on est à une demi-heure, 3/4 d'heure. Les premiers tours sont un petit peu plus longs dans le sens où il faut cumuler des cartes. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si j'achète plusieurs cartes blanches, voilà, en permanence, j'aurai donc 3 diamants. Ces 3 diamants, c'est des jetons que je ne prendrai pas à la banque, dans l'optique d'acheter d'autres cartes. Sur cette carte, on voit qu'il faut 5 jetons blancs et 3 bleus. Donc j'ai déjà 3 jetons blancs. Donc je soustrais, donc du coup il me faudra plus que 2 blancs et 3 bleus pour l'acquisition de cette carte. Mais du coup les cartes sont remises en jeu? Non, non, les cartes sont en permanence devant nous jusqu'à la fin de la partie. Voilà, c'est acquis jusqu'à la fin de partie. Évidemment, on remplace ces cartes. D'accord. Voilà. Les cartes, comme vous voyez, valent plus ou moins de points de victoire, donc c'est plus intéressant d'avoir des cartes de forte valeur, mais on en aura moins parce que le coût est plus conséquent. Voilà. D'accord. Là, on joue à 4, on a lancé la partie à 4. Ça se joue forcément à 4 ou pas? Non, il se joue très bien à 2. Donc c'est l'idéal pour les couples, pour les soirées d'hiver. Donc c'est 2, 3 ou 4 joueurs. On peut, l'âge indiqué à partir de 10 ans, mais on peut très bien y jouer à partir de 8 ans, parce que j'ai même joué avec ma nièce qui comprend, donc c'est pas trop compliqué étant donné que le coût de la carte est indiqué en bas à gauche et ce sont des chiffres compris entre 1 et 7. Voilà. Donc ils peuvent jouer plus jeunes, super. Il faut compter à peu près quel budget pour ce jeu? Une trentaine d'euros pour ce jeu. D'ailleurs, il vient de sortir l'extension Les Cités de Splendor, qui est tout nouveau, qui est aussi un carton et qui vient un petit peu embellir le jeu. Voilà. Super. Ok, bon, je crois qu'en gros, les téléspectateurs ont assez d'infos pour se lancer à leur tour dans une partie. Si vous voulez, on peut continuer juste après le générique. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous, à demain.